En plateau, Steven Ekovitch, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur émérite de sciences politiques à l'Université américaine de Paris. On en est là, aux États-Unis. La maire de Washington qui dit que la passation de pouvoir, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, se passera bien. Il y a ces barricades érigées. On ne l'a pas vu, mais il y a aussi des panneaux de protection à l'intérieur des bureaux de vote. Est-ce que c'est de la paranoïa ou est-ce que c'est une réalité? Aujourd'hui, il y a des risques de violence. Il faut mieux être prudent et supposer que c'est une réalité. D'ailleurs, certains sondages montrent qu'il y a à peu près 12% des Américains du côté républicain qui estiment que c'est comment on dit, légitime d'employer la violence au cas où l'autre gagne. On peut dire la même chose du côté démocrate, mais le côté démocrate, c'est une réaction contre les menaces de violence côté aussi républicain. Hélas, on est là, mais étant donné ce qui s'est passé le 6 janvier lors de la dernière transfert de pouvoir, il faut être prudent et préparer à une éventualité d'une violence. Mais vous y croyez à un nouveau 6 janvier ou est-ce que ça sera des 6 janvier plus locaux, entre guimmets, à l'intérieur des bureaux de vote? Très difficile à savoir. On a déjà... on se prépare à quoi alors aux États-Unis? On voit déjà dans certains bureaux de vote, il y avait des petites violences. Très limité et cantonné, donc et dompté. Donc il y a une fièvre de haine et de colère, et ça peut éclater avec le moindre de petites étincelles. Donc on sait qu'il y a cette possibilité. Est-ce qu'on peut le dompter? Est-ce qu'on peut prévenir un éventuel étincelle qui va faire enflammer tout? On ne peut pas savoir. Et on est aux États-Unis en 2024. Eh ben voilà. Vous diriez que la démocratie américaine aujourd'hui est menacée? Je crois que... En lambeaux? Oui, on est dans l'histoire américaine, il y avait des élections critiques tout le long de l'histoire, tout le long à certains points, surtout avant notre guerre civile. Et d'autres moments où il y avait cette tension, cette colère. Donc il faut croire que c'est une possibilité. Mais est-ce qu'on est en mesure de le contourner, de le dompter, de le réprimer? Ça, c'est toute une autre question. Oui. Et on le verra dans les prochains jours. On voit ici Donald Trump est en train de danser. Il a été, c'était en Géorgie, je crois, hier soir. Ça a été vraiment un candidat open bar, là, avec des outrances incroyables. On a du mal à comprendre comment est-ce que le Trumpisme a réussi à s'enraciner après une campagne aussi intense et hors cadre. L'élection de Donald Trump en 2016, c'était vraiment une réaction pour changer. C'était vraiment à narguer, d'une certaine façon, tout le pouvoir en place. Mais depuis 2016, il n'a pas gagné une élection. Et d'ailleurs, les républicains continuent à perdre des élections. C'est vrai. On n'est pas en 2016 ni en 2020. Alors comment vous expliquez ces sondages aussi serrés? Il y a beaucoup de théories. Il y a des théories que c'est de plus en plus difficile de nos jours de sonder la population qui est habituée à répondre aux sondages ou pas répondre. Il y a aussi beaucoup d'instituts de sondage. Il y en a qui sont beaucoup plus fiables que d'autres. D'ailleurs, on est obligé de noter la fiabilité de certains instituts de sondage. On les note en fonction de leur performance précédente. Mais si on prend ce qu'on appelle ces instituts fiables, des instituts de sondage indépendants, on peut dire que l'élection soit est serrée, et comme vous avez dit au départ de cette conversation, il s'agit de 5 ou 6% de la population, mais il faut dire que dans l'ensemble, même quand c'était Joe Biden qui était le candidat, Donald Trump n'arrivait pas à percer un plafond de 48. Il était entre 46 et 48. Il est grosso modo encore là, dans les instituts de sondage fiables. Tout va se jouer sur ces 5 ou 6%. Et pour l'instant, aujourd'hui, on peut dire que la dynamique est plutôt du côté de Kamala Harris. Mais ça, c'est très récent, alors. C'est quoi? C'est quelques jours, ces dernières heures. Comment dire, une élection présidentielle n'est pas linéaire. Il y a des cycles. Il y a des va et des viens. Et bien évidemment, toute une équipe de campagne doit
porté son candidat au sommet le jour même, ou ces jours-ci, la semaine même de l'élection. Donc on voit que Trump est en perte de vitesse. Kamala Harris a une poussée assez palpable. Il y a un sondage plutôt sérieux qui la donne gagnante dans l'Iowa. Eh bien, l'Iowa qui n'est pas un swing state, qui est plutôt républicain. On est tous étonnés et tout le monde parle de ça. Eh ben ouais, on est tous éberlués parce que... Ça veut dire peut-être qu'on se focalise un peu trop sur les swing states, finalement. Ce qui s'annonce bien dans ces sondages de Iowa, c'est un État très rural. Ça montre que dans d'autres États où il y a des électeurs, dans des régions, comme là en Pennsylvanie, dans des régions rurales, peut-être les électeurs vont être de même façon dans cette vague de vote rural qu'on trouve dans ces sondages de Iowa. Ça, c'est plutôt positif. Donc, on peut dire que c'est étonnant. Oui. Et d'ailleurs, cette sondeuse, c'est une dame, a une très, très grande réputation. Jusqu'à présent, elle a tout juste. Donc, c'est pourquoi on est tous un peu ahuris par cette sondage. Oui. Il y a un mot qui a marqué la fin de cette campagne, Steven Ecovitch, c'est le mot fascisme. Oui, Trump est fasciste. C'est ce qu'a dit son ancien bras droit, le général Kelly. Elle l'a repris, Kamala Harris. C'est vrai que quand on écoute Donald Trump, il veut s'en prendre aux ennemis de l'intérieur. Des déportations massives aussi d'immigrés, ce sont des mots qui comptent. Est-ce que, selon vous, Trump est un fasciste? Écoute, c'est un long débat entre historiens. Qu'est-ce que le fascisme? Parce que le fascisme comporte plusieurs dimensions. Vous en avez déjà cité certaines caractéristiques du fascisme. Ce qu'on peut dire, je crois, sans problème, c'est qu'il a quand même une tendance autoritaire de vouloir de dire, de donner des ordres qui est mis de lui seul, de ne pas prendre en compte ses conseillers. Donc, on peut dire... Il les traite même de stupides pendant la campagne. Oui. Bah, qu'est-ce qu'il a comme propos? Il a déjà appelé Kamala Harris fasciste. Oui. Il a parlé d'une population vermine aux États-Unis, le scum of the earth, le bas-fond des peuples. Donc, si on va citer des propos incendiaires qui visent l'autre candidat, on ne peut pas aussi écarter Donald Trump. Est-ce que cet argument qui a été repris par Kamala Harris, donc que Donald Trump est fasciste, elle a pu avoir des conséquences sur les intentions de vote? Certainement. Mais sur les indécis, alors? Sur les indécis, dans quel sens? Moi, j'ai le sentiment que ça joue plutôt en sa faveur que contre. En faveur de Kamala Harris. En faveur de Kamala Harris, étant donné que les propos incendiaires étaient pires chez Donald Trump. Comment vous qualifiez la campagne de Kamala Harris? Campagne express, puisqu'elle a dû prendre le relais de Joe Biden. Extraordinaire. Et, certains la trouvent lisse. Elle n'avait que 108 jours pour monter en campagne. Et une campagne présidentielle de nos jours aux États-Unis est très, très technique, même scientifique. Oui, Donald Trump, ça fait 2 ans qu'il est en campagne. Bah voilà, aussi. Donc, étant donné qu'elle a monté une campagne d'une grande envergure et bien appréciée par tous les professionnels, les campagnes, d'une certaine façon, une campagne électorale, c'est le premier test des compétences d'un exécutif. Donc, on peut dire que dans la mesure où Kamala Harris a monté une campagne très, très efficace, déjà, ça montre qu'elle est prête à être présidente des États-Unis. Elle ne se focalise pas trop sur Donald Trump pendant cette campagne? Parce qu'on a du mal à dire quel est son programme à Kamala Harris, réellement. Bien, dans n'importe quelle campagne électorale, il faut quand même attaquer l'adversaire. Mais quand même, elle a annoncé ses prises d'opposition. Et n'oublions pas qu'on est dans un système fédéral. Et les candidats démocrates dans des États, eux, ils se mettent plutôt de poids sur un programme éventuel du Parti démocrate. Si le Parti démocrate arrive à reprendre la majorité à la Chambre des représentants, et éventuellement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une majorité au Sénat. Donc, les autres candidats aux autres niveaux de cette campagne
mettent en avant surtout la question de l'avortement. Et ça sera peut-être une question centrale il me semble. Et un argument clé. Pourquoi? Parce que ça va mobiliser. Et ce sont les femmes qui... 53% des électeurs aux États-Unis, ce sont des femmes. Et aussi, leur taux de participation est plus élevé que chez les hommes. Maintenant, Kamala Harris, son avance sur le vote femme est à 12, 4, même 15% devant les hommes dans certains États. Donc, c'est vraiment, qu'on peut dire, c'est une élection genrée, mais aussi, c'est une élection où les générations comptent. Les jeunes, d'après les premiers sondages, de génération Z, on dit aux États-Unis, peut-être ailleurs d'ailleurs, sont plutôt, ils sont mobilisés et plutôt pour Kamala Harris. Bon, la question, ouvert, alors, voilà, le succès est mettre sur les listes électorales et mobiliser les électeurs. Merci Steven Ecovitch d'avoir été notre invité, de nous avoir essayé de décrypter ces enjeux qui arrivent pour demain. On a bien compris que tout reste ouvert et qu'il peut y avoir une grosse surprise au niveau des résultats, mais ça reste très serré dans les sondages. Oui. Bon, on verra. Voir. Merci beaucoup. Dans quel côté est la surprise?